Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. L'île de Cuba confrontée à une émigration record vers les États-Unis. Plus de 220 000 candidats à l'exil en un an, c'est du jamais vu depuis les années 60. On en parle avec Stéphane Witkowski, spécialiste de l'Amérique latine. Aux États-Unis, la sénatrice Kyrsten Sinema quitte le Parti démocrate. Son départ fragilise, vous le verrez, le président Joe Biden. Enfin, l'Argentine a une marche du sacre à la Coupe du monde de football. Une équipe en mission derrière Lionel Messi, génie du ballon rond. Il cristallise les espoirs de tout un pays, vous l'entendrez. C'est la plus grande émigration depuis un demi-siècle à Cuba. En un an, plus de 220 000 Cubains ont gagné les États-Unis, soit plus de 2% de la population de l'île. Une vague migratoire qui inquiète Washington. Le mois dernier, une délégation du département d'État américain s'est rendue sur place. Alors, comment comprendre ce phénomène? On en parle avec vous, Stéphane Witkowski. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Bonjour. Vous êtes le président du conseil de gestion de l'Institut des hautes études d'Amérique latine. D'abord, comment expliquer cette extraordinaire poussée migratoire? Qui s'explique d'abord par la gravité de la situation économique et sociale, qui est probablement la plus grave depuis au moins 30 ans, depuis la disparition de l'Union soviétique, qui a déjà provoqué une crise extrêmement importante, qui a été à l'origine d'un phénomène migratoire en 1994 déjà, ce qu'on appelait les balseros, mais qui a pris une dimension nouvelle, d'une part parce que les formes ont évolué, que l'embargo a été durci depuis, 240 mesures adoptées par la présidence Trump qui n'ont pas été amendées sous Biden et qui expliquent que les principales sources de revenus du pays, en particulier ce qu'on appelle les transferts financiers, ce qu'on appelle les remessas et le tourisme, ont été taris, coupés, auxquels s'ajoute la crise de la Covid et le fait que le pays ait été coupé du monde et d'interdit, je dirais, d'accès pour les touristes dans l'île. Un double coup de poing, donc le durcissement des sanctions américaines et bien sûr la pandémie de Covid. Quel est le profil des candidats au départ? Ce sont des candidats jeunes, en général entre 20 et 50 ans, très bien formés, un haut niveau de qualification, et donc c'est un petit peu une source de frustration pour beaucoup de Cubains qui voient leur niveau de formation, qui ne trouvent pas des métiers ni des salaires qui correspondent à leur qualification. Il y a de nouvelles routes migratoires qui se sont mises en place. Alors ce sont des phénomènes migratoires classiques sud-nord, et en Amérique latine, les phénomènes sont très différents selon des pays comme le Mexique, comme le Guatemala, comme le Honduras. Évidemment, d'un point de vue terrestre, beaucoup de Cubains passent par le Nicaragua en particulier, mais il y a aussi les voies maritimes, d'où l'explication et une loi dite pied sec, pied mouillé, qui avait été amendée par la présidence Obama à la fin de son mandat. Vous savez qu'il existe un dispositif incitatif spécifique pour les Cubains qui remonte à la loi de 1966, qui est une façon aussi d'attirer les Cubains par rapport à d'autres migrants. Vous savez qu'actuellement, les Cubains sont le 4e pays de migrants, fournissant de migrants vers les États-Unis, après le Mexique, après le Guatemala et après le Honduras. Donc en des mesures position. incitatives mises en place par Washington. Mais qui existent depuis 1966, donc depuis toujours. Il y a aussi eu des mesures, Washington a aussi mis en place des mesures pour décourager cette immigration illégale cubaine. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cette situation s'aggrave dans les prochains mois, les prochaines années, très rapidement? Il y a beaucoup de défis à relever pour le gouvernement cubain. Il y a le grand défi démographique qui est important. C'est une population de plus en plus âgée. À l'échéance 2025, Cuba sera le pays le plus âgé du continent latino-américain. Le deuxième problème, c'est l'unification monétaire qui a été décidée au 1er janvier 2021, qui a été décidée pour éviter une économie à deux vitesses, mais qui a eu des conséquences évidemment économiques et sociales qui ont été à l'origine des explosions de manifestations, de mécontentement populaire dans l'île, notamment en juillet de l'année dernière. Et puis il y a un autre défi, c'est de réduire cette double dépendance énergétique et alimentaire, puisque l'île dépend en grande partie de l'étranger pour ses approvisionnements énergétiques,
et en particulier de renforcer un embryon de secteur agricole, notamment privé, qui a été un peu une des sources des réussites dans le domaine agricole à Cuba. Stéphane Witkowski, président du conseil de gestion de l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Merci beaucoup à vous pour... Se trata del éxodo más masivo, más cuantioso en un solo año en toda la historia de Cuba. Lo que en este momento parecería ser que con una cantidad tan grande de personas que están llegando repentinamente, con una economía que efectivamente acaba de salir del COVID o está saliendo del COVID, se hace difícil, ¿no?, poder integrar a tantos inmigrantes recién llegados. Ya las personas hacen de todo en Cuba con el tema económico por tal de hacer esa travesía, venden sus casas. En el caso de nosotros vendimos nuestra casa, vendimos nuestros bienes, vendimos todo lo que teníamos. Nosotros nos quedamos sin nada, con el riesgo de que si nos deportaban, pues llegábamos a Cuba sin nada, lo habíamos perdido todo. Nosotros nos apresuramos y creo que también le pasó lo mismo a muchas de las tantas personas que han llegado recientemente, que todas tienen o teníamos el temor de que cerraran la frontera, de que saliera alguna ley, de que se dijera algo que nos perjudicara en el sentido de que no tuviésemos los mismos beneficios a la hora de entrar. La plupart de ces migrants viennent d'Haïti. Les autres arrivent de Cuba, du Venezuela ou du Nicaragua. Sous ce pont qui relie le Mexique aux États-Unis, plus de 10 000 personnes se sont installées ici jeudi soir pour tenter de se protéger de la chaleur écrasante. Il n'y a ni eau, ni nourriture. Certains migrants ont fini par traverser le fleuve pour retourner au Mexique chercher des produits de première nécessité. De l'autre côté du pont, la patrouille frontalière américaine se prépare à l'arrivée de ces milliers de personnes. La patrouille frontalière renforce ses effectifs dans le secteur de Del Rio et coordonne ses efforts avec le département de la sécurité nationale ainsi que d'autres partenaires locaux et fédéraux afin de pouvoir s'occuper de ces migrants en toute sécurité et de façon humaine et ordonnée. De brincar Colombia para Panamá, ¿entiendes? Esos lugares de Loma y esas cosas, ahí muchas versiones de mujeres que violan, de mujeres que se la llevan, de mujeres, ¿entiendes? Es duro lo que está pasando. C'est dur ce qui nous arrive. C'est difficile. Le voyage, ça vous casse psychologiquement. 6 mois en tant qu'homme, je suis dans cet état. Dans quel état doivent être les femmes et les enfants? En tant que père de famille, c'est dur, vraiment. Ce voyage, on ne le fait qu'une fois. En tout cas, moi, je ne le referai pas. C'est tellement dur d'arriver jusqu'ici.
C'est seulement quand on arrive qu'on réalise l'ampleur du voyage qu'on vient d'entreprendre. Parce que quand on voyage, on n'y pense pas, on pense seulement à avancer. Cette année, il y a eu un nombre record de migrants qui sont arrivés aux États-Unis, près de 43 000 d'après la presse. L'immigration n'a jamais été aussi forte que depuis la crise des Balseros en 1994. Et on pourrait peut-être la comparer à l'énorme vague de migrants cubains de 1980 pendant l'exode de Mariel. Yadira rêve que son bébé naisse aux États-Unis. Enceinte de 6 mois, elle vit sa grossesse au gré de son parcours de migrante. Après avoir quitté la Havane en novembre dernier, cette Cubaine de 24 ans a traversé la Guyane, le Brésil, le Pérou, l'Équateur et se retrouve finalement bloquée ici, en Colombie, depuis plusieurs semaines. Pour moi, ça a été difficile parce que j'ai perdu 3 bébés avant d'être enceinte pour la 4e fois avec celui-ci. Le trajet a été long, difficile. Je suis venue jusqu'ici et tout ce que je veux, c'est arriver à destination. Comme Yadira, environ 500 Cubains se trouvent actuellement dans ce port des Caraïbes. Ils ont quitté l'île communiste avec l'espoir de s'installer aux États-Unis. Washington octroie aux Cubains qui se trouvent déjà sur le sol américain des facilités d'immigration. Des facilités qu'ils ont peur de perdre avec le rapprochement entre les deux pays. Mais la traversée de l'Amérique centrale s'avère de plus en plus difficile. Le Panama, le Costa Rica et le Nicaragua ont récemment fermé leurs frontières pour freiner le flux de migrants. On part à cause des problèmes qu'il y a à Cuba, les besoins qu'il y a là-bas, de la nourriture aux problèmes politiques, ça ne fonctionne pas. Les Cubains ne sont pas les seuls sur la route de l'immigration. Plus de 1000 migrants haïtiens, africains ont débarqué dans cette commune entre mai et juin. Les conditions de vie y sont précaires, le manque d'hygiène et la violence font partie du quotidien. Ce hangar attribué aux migrants cubains est selon la municipalité un moyen de les protéger. Ce sont des personnes vulnérables. Et comme dans toutes les villes de Colombie et peut-être du monde, il y a un certain niveau de délinquance ici. Nous ne voulons pas qu'ils soient victimes d'agressions, qu'ils soient blessés. Les maladies ont déjà causé des ravages. Certains n'atteignent même pas la côte et se noient en mer. Ils sont alors enterrés dans ce cimetière local, funeste destination finale pour ces migrants inconnus. Coming across approximately 30 Cuban migrants who made landfall today at Marquesas Keys. That's an island just west of Key West. The migrants were turned over to Border Patrol. The Cuban migrant crisis is breaking records. Since October of last year, close to 178,000 Cubans have crossed the U.S. border. And in that same time, nearly 4,000 Cuban migrants have been interdicted at sea. So far, this is the largest single-year total since 1959. Local 10's Janine Stanwood spoke exclusively to one migrant who shared her group's journey from the building of their vessel in the deep woods of Cuba to their dangerous voyage at sea. In the cover of the woods outside the Cuban town of Matanzas, a group of friends and acquaintances uses hand saws and pieces of reclaimed wood to build this boat they would use to escape. There's a situation in Cuba right now is really hard. We make together the boat. Take a look. Yuri Sanabria says she and the others tried 2 times to build their getaway vessels, but the Cuban police discovered them and destroyed their work. This time, on attempt number 3, they make it to a nearby island after paying off a police officer, they say, surviving on lobster and these giant rodents cooked as dinner. We eat the rat, you know, the big rat on the tree. Equipped with a 4-cylinder forklift motor, the boat was ready for launch. Despite the cries of joy heading into open water, Yuri says they were gripped by fear, worried about families they were leaving behind. I have a small child, 2 years. When we come to the ocean, it was really hard. It was horrible because it was dark and the weather wasn't good. After 6 days at sea, bailing out water for most of the trip,
911, what's your address for your emergency? I'm here in Marathon, and a bunch of people, probably like 20 people from Cuba just landed. U.S. Border Patrol in the Florida Keys get the call Thursday that the vessel called the Triunfador made landfall near a house in Marathon. It is hard to imagine that there were 19 people crammed on board this boat. You can still see some personal effects. There's somebody's sunglasses, you can see clothes, but here's the danger. We only see one visible life jacket, and now that this thing has run aground, you can see it's taking on water. That right there off to the side is the actual fuel flow. There's no pump mechanism, it's just a gravity-fed fuel line, which is kind of interesting considering the roughness of the seas. With no active fuel pump, there's a good possibility the engine would bog down and even run out, but that's just an indicator of the desperation. The number of people trying to make it to South Florida has skyrocketed. This month alone in the Florida Keys, U.S. Border Patrol has apprehended more than 670 migrants. We saw this group of 109 Haitians arriving in Marathon. We also witnessed the bodies of 2 Cubans being put into a medical examiner's van after their boat capsized off Key West. We have followed federal agents with U.S. Customs and Border Protection since the beginning of the fiscal year, as they encounter migrants and make rescues nearly every day now. So we have the ability to at least provide some interventions directly. Yuri and the 18 others are being processed, fingerprinted to search for criminal records. She says she has a meeting with immigration officials in September to try to stay. What does this mean? Triunfador? El triunfador, the winner. Do you feel like that? Yeah. Despite dire conditions in their home country, she says the dangerous journey was a risk she would not have made had she known the reality. It was horrible. It was horrible. If somebody told me that it will be like this, I don't come here. In Marathon, Janine Stanwood, Local 10 News. Incredible story. Miren ahora, mira, recogiendo a Hazel, miren la gente, recogiendo a Hazel del latón de basura. Miren para eso, caballero. Yo no está ahí, madre. No, Titi, no. Miren para eso, caballero. Y después dicen que aquí no hay hambre. Miren eso, recogiendo los ajíes del latón de basura. Ay, mamá. Ay, por Dios, Janel, mira esto, mijo. Mira esto. Miren para aquello, mira, después dicen que no hay hambre. Mira, me recogen los plátanos y los ajíes del latón de basura, mira. Mira para eso, mira tú. Mira tú. Ay, Dios mío, mira cómo recogen los aguacates. Miren para eso. Mira, la gente recogiendo aguacates del latón de basura, mira. ¿Hay hambre o no hay hambre? Miren esto. Tous les jours, Béatrice fait la pause. Mais la jeune diplômée en droit refuse de rester figée dans le temps. Je n'ai pas de mal à dire que j'ai étudié le droit, mais je ne veux pas le pratiquer. À Cuba, Béatrice gagne un meilleur salaire à jouer les statues vivantes qu'à défendre la loi et l'ordre. Comme avocate dans un cabinet, je ne gagnerai pas la moitié de ce que je fais en ce moment en jouant les statues vivantes dans la rue. José Antonio a fait un choix similaire. Infirmier, il gagnait une vingtaine de dollars par mois. Mais il a maintenant délaissé sa blouse blanche et enfourché un vélo-taxi pour nourrir ses 4 enfants. En une journée, je peux gagner le salaire mensuel d'un infirmier. Sur l'île de Castro, même si l'éducation est gratuite, le salaire moyen offert par l'État dépasse rarement les 30 dollars par mois. Un revenu de loin inférieur à la moyenne latino-américaine et souvent insuffisant pour survivre. Pour boucler leur fin de mois, les Cubains devraient gagner au moins 4 fois plus. Face à ce manque de perspective, beaucoup ont choisi d'émigrer ces dernières années. Mais ceux qui restent sont de plus en plus nombreux à travailler à leur compte. Grâce aux réformes de Raúl Castro, l'entrepreneuriat privé est devenu plus accessible. Et tout comme José Antonio, un demi-million de Cubains ont adopté ce nouveau mode de vie. Non, no fue una decisión fácil. Ça n'a pas été une décision facile, j'y ai beaucoup pensé, mais il fallait que je trouve une façon de subvenir aux besoins de ma famille. En choisissant des carrières moins prestigieuses mais plus lucratives, les Cubains sont aussi moins nombreux à s'inscrire à l'université. En 2015, l'île comptait 4 fois moins de nouveaux inscrits qu'en 2010. Une transformation plutôt drastique,
mais que bien des Cubains, comme Béatrice, jugent nécessaire. C'était une demande de la population cubaine, pouvoir acheter librement des voitures, chose impossible sous le régime communiste local. C'est désormais possible suite à un décret adopté par le gouvernement. Sauf que les prix des véhicules neufs sont astronomiques, presque 10 fois plus que les prix pratiqués en France. Même tarif exorbitant pour les voitures d'occasion, d'où le désespoir des acheteurs éventuels. Je ne suis pas persuadé qu'un simple fonctionnaire puisse acheter une voiture à un tel prix. Même en s'endettant sur 40 ans, je ne crois pas qu'on puisse acheter une voiture comme ça. 30 000 $, une simple voiture d'occasion, alors que le salaire mensuel moyen à Cuba est de 20 $. Avec ces prix, non seulement je ne peux pas acheter, mais je ne peux même pas en rêver, déplore un habitant de La Havane. Le parc automobile cubain est constitué essentiellement de vieilles voitures américaines des années 50 et de véhicules de l'époque soviétique.